Cuba au bord du gouffre, l'île est sous blocus américain. Sa population doit composer avec des pénuries de carburant, des coupures d'électricité. Le tourisme est moribond. Le Parlement cubain a décidé cette semaine d'ouvrir de nombreux secteurs aux acteurs privés. Le changement politique passera-t-il par un virage économique? On en débat avec mes invités. Jérôme Leleu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, spécialiste de Cuba et nous sommes en direct avec Margot François. Bonsoir, vous êtes chercheuse à l'Institut français de géopolitique et spécialiste de Cuba, vous aussi. Et nous sommes en direct avec Thomas Posado, maître de conférences en civilisation latino-américaine, co-auteur de Révolution à Cuba de 1868 à nos jours, paru aux éditions Sileps. Cuba, voilà, décide donc d'ouvrir de nombreux secteurs de son économie aux acteurs privés. On fait le point tout de suite avec Sophie Pisimonti et ensuite je vous donne la parole. Un vent de changement souffle peut-être sur Cuba. Stations-service, pharmacies, installations portuaires et plus encore, ces secteurs vont désormais être ouverts aux acteurs privés. Une première pour cette île où la nationalisation prime depuis la révolution de Fidel Castro. Ce sera un choc, quelque chose de surprenant car nous avons l'habitude d'avoir des produits subventionnés, que les choses soient à une certaine place. Le gouvernement a annoncé l'application de 176 réformes qui réduisent les limitations imposées aux entreprises privées. Parmi les mesures, l'importation et la vente de biens étrangers et l'exploitation de ces ressources pétrolières ouvertes au privé sous conditions. Plus de 15 000 petites et moyennes entreprises existent dans le pays, un chiffre en hausse, mais le gouvernement assure, les services essentiels comme la santé et l'éducation resteront publics et gratuits. C'est très bien, car cela signifie que nous aurons plus de médicaments et plus d'options pour les patients, alors qu'actuellement, on en manque souvent. Objectif, relancer l'économie, en grosse crise depuis le blocus sur le pétrole imposé par Donald Trump en janvier, dans la foulée de l'intervention américaine au Venezuela, principal fournisseur de l'île. Les dirigeants cubains dénoncent une stratégie délibérée de Washington pour faire tomber leur gouvernement. Je dénonce le fait que Cuba est victime d'un génocide froidement calculé. Le gouvernement des États-Unis a consciemment conçu et mis en œuvre une politique de suffocation économique maximale contre le peuple cubain. Les coupures de courant durent parfois plusieurs jours, les hôpitaux peinent à fonctionner. À Cuba, on manque de tout. L'île dépend désormais des aides humanitaires envoyées par les autres pays de l'Amérique latine alliée. Alors, le cadre est planté. Jérôme Leleu, est-ce qu'on peut parler de mini-révolution ou je m'emballe parce que, depuis 2021, il y a eu déjà quelques ouvertures? Oui, effectivement. Alors, ce mini-révolution, je ne sais pas, mais en tout cas, ce sont des changements majeurs. Il y a des réformes, voilà, ce sont des réformes structurelles économiquement. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas la première fois qu'il y a des réformes qui visent à accroître le secteur privé. Ça a été déjà le cas dans les années 90, au début des années 2010 et également en 2021 avec la création des petites et moyennes entreprises, les MIPIMES. Et également avec un accroissement des activités autorisées pour le secteur privé. Aujourd'hui, on a 15 000 MIPIMES, quasiment 16 000. On a 600 000 également travailleurs indépendants. Mais qui vont pouvoir... C'est vraiment pas du tout la culture cubaine parce que régime communiste, pour bien comprendre. Alors, dans les régimes à économie planifiée, il y a toujours eu une part de secteur privé. Il est vrai que Cuba, dans les années 60 et dès 68, dans le cadre de l'offensive révolutionnaire, où on a eu la nationalisation de l'ensemble des petits commerces, des petites et moyennes entreprises à l'époque, Cuba était parmi les économies planifiées, le pays où le taux d'étatisation des moyens de production était le plus important. Donc effectivement, Cuba a une certaine particularité dans ce domaine. Après, un régime dit communiste à économie planifiée peut très bien avoir une économie de marché, une économie privée, mais aujourd'hui, les autorités cubaines proclament toujours que les entreprises d'État seront les vecteurs principaux du développement économique. Mais on voit que là, ce n'est plus le cas avec un secteur privé qui va sûrement modifier de manière structurelle le fonctionnement économique et social de Cuba dans les prochaines années. Margot François, est-ce que ces investisseurs privés seront d'abord des Cubains? Est-ce qu'ils ont les moyens de pouvoir faire fonctionner leurs entreprises? Parce qu'on l'a dit, l'île est vraiment, l'économie est vraiment en train de s'effondrer.
Bon, alors déjà, depuis l'arrivée des MIPIMES, les investisseurs ne sont pas que cubains, hein. Il y a aussi des investisseurs étrangers qui viennent petit à petit, voilà, avec le statut de résident, pouvoir développer des petits business touristiques ou autres. Mais là, les grandes différences, elles sont arrivées, alors pas que avec ces 176 mesures, mais déjà avant, hein, le régime avait annoncé une ouverture aux Cubains de l'étranger, Cubains de Miami notamment, hein, avec la grosse diaspora partie aux États-Unis, qui pourraient venir réinvestir sur l'île. Donc c'est déjà un gros changement. Et là, dans ce réel changement de paradigme économique, l'ouverture aux acteurs privés, mais aussi aux investissements étrangers, amène une grande différence. Alors les Cubains de l'île, effectivement, on est à près de 90% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc je vois pas bien comment il pourrait être la première force qui bénéficierait, hein, de ces changements. Mais on peut penser aux Cubains de l'étranger, par exemple. Oui, mais est-ce que les États-Unis vont laisser faire? Alors je me tourne vers vous, Thomas Posado, parce que là on a vu que les groupes hôteliers internationaux ont dû quitter le pays, notamment ce groupe hôtelier espagnol, hein, voilà. Et donc là aussi le tourisme est en berne. Est-ce que les États-Unis vont laisser des investisseurs étrangers investir à Cuba? C'est tout l'enjeu, c'est-à-dire que toutes ces mesures, elles vont avoir un impact le jour où il y a une libéralisation des capitaux autour de Cuba. Aujourd'hui, quel investisseur étranger peut réellement aller à Cuba sans craindre de subir des sanctions des États-Unis, en ayant même la possibilité, enfin, Visa et Mastercard ont fermé leurs activités il y a quelques semaines, donc on est dans un renforcement du blocus instauré par les États-Unis dans les années 60, avec toutes les conséquences dramatiques du blocus pétrolier instauré depuis le mois de janvier. Donc toutes ces mesures, effectivement, elles sont majeures. Je partage ce que vient de dire Jérôme et Margot, d'autant plus que c'est des secteurs d'autant plus stratégiques qui sont concernés, enfin les stations-service, l'agriculture, les banques, des choses qui sont jamais vues dans l'histoire de Cuba. Maintenant, pour qu'elles soient effectives, tant qu'il y a un blocus de l'ampleur de celui que proclament les États-Unis et que mettent en place les États-Unis depuis le mois de janvier, ces mesures, elles vont rester assez balbutiantes, de fait. Jérôme Leleu, j'imagine que vous êtes d'accord. Le Premier ministre cubain a précisé qu'actuellement, 73% des établissements hôteliers ont fermé leurs portes. Donc les conséquences doivent être abyssales pour l'île. Oui, bien sûr. Le tourisme, c'est une des premières ressources en devises pour l'État cubain. C'était au pic d'avant la crise sanitaire, c'était 3 milliards de dollars par an. C'est beaucoup moins depuis parce que le tourisme s'était déjà asséché après la crise sanitaire. Mais ça rapportait encore entre 1 et 2 milliards de dollars annuels. Là, on voit depuis le début de l'année, entre janvier et juin 2026, on a une baisse de 58% du nombre de visiteurs étrangers. On atteindra sûrement moins d'1 million à la fin de l'année, ce qui serait relativement historique sur les décennies précédentes, hormis 2021, qui était une situation particulière avec la fermeture des frontières. Alors, le New York Times a envoyé des reporters à Cuba et ils ont souligné comment il y avait une ingéniosité de la population ils utilisent des panneaux solaires, du recyclage, ils ont beaucoup accès, semble-t-il, à Internet. Margot François, est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures, c'est-à-dire une population qui a accès à Internet, qui peut l'utiliser, une autre qui ne l'a pas, et pareil pour les capitaux d'ailleurs? Alors, il y a un deux poids, deux mesures dans la population. Enfin, on a l'apparition d'inégalités au sein de la population cubaine. Le point de comparaison qui est régulièrement pris par les Cubains eux-mêmes, c'est la crise des années 90, où déjà il n'y avait pas Internet, mais voilà, il y avait déjà une première crise avec énormément de coupures de courant, etc. Et les Cubains disent, à cette époque, on était tous dans le même bateau, tous logés à la même enseigne, et on s'en est sortis ensemble. Aujourd'hui, avec les envois d'argent par la diaspora, ou certains Cubains qui ont accès à des devises via les MIPIMES, on en parlait, ou encore une fois, à l'époque de tourisme, il y a des inégalités qui se creusent, qui sont plus visibles dans la société, et puis tout ça, toute cette ingéniosité cubaine qui a été abondamment étudiée dans la littérature scientifique, mais déjà dans les années 90, et qui est remobilisée aujourd'hui avec des vraies stratégies de survie et un tissu social qui s'organise pour prendre soin du voisin, du quartier dans ces moments difficiles. Aujourd'hui, tout ça, avec l'arrivée d'Internet, d'influenceurs et d'influenceuses cubains et cubaines, tout ça est en plus hautement médiatisé. Donc on en parle d'autant plus que dans les années 90. Alors il y a un influenceur qui est quand même très connu, en tout cas son nom est très connu, il s'appelle Sandro Castro, c'est un petit-fils effectivement de la famille Castro. Alors lui il prend pas mal position sur les réseaux sociaux.
pour ça, on va voir ces images de lui, effectivement. C'est juste pour savoir, est-ce que la famille Castro, elle a pris... est-ce que c'est elle qui a la fortune cubaine? Thomas Posado, je vous pose la question. Donc on voit cet influenceur. C'est très opaque tout cela. Effectivement, la famille Castro est au centre du pouvoir. Alors, qu'est-ce qui appartient à l'État, qu'est-ce qui appartient à une fortune privée? Il peut y avoir des fois des confusions. On parle beaucoup de l'entreprise Gaesa, qui est donc une entreprise qui, à l'origine, était là pour organiser rationnellement le tourisme et qui s'est extrêmement enrichie. On parle de 40% du PIB cubain, qui possède les secteurs les plus juteux du tourisme, du transport, de l'économie cubaine, et qui est extrêmement opaque et qui est un peu dans la dynamique dont parlait Margot François, c'est-à-dire un creusement des inégalités qui n'existait pas dans les années 80 et surtout dans les années 90, donc la période spéciale en temps de paix, où l'effort était d'autant plus facile qu'il était réparti sur tous. Là, aujourd'hui, on voit que certains subissent davantage la crise que d'autres. Après, le rôle de la famille Castro, il est évidemment fondamental, et Raúl Castro en tant que tel demeure la personnalité centrale de la société cubaine et de la vie politique cubaine, et il a malgré été son âge. Inculpé par la justice américaine. Alors, on l'a évoqué, c'est vraiment un fil rouge, la pression américaine avec ce blocus pétrolier notamment, et elle est incarnée, cette pression, par Marco Rubio, qui est lui aussi issu de cette diaspora cubaine, et il a même lancé un appel aux Cubains pour un changement. C'était en espagnol, c'était en mai dernier. On l'écoute. Aux États-Unis, nous sommes prêts à ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre nos peuples et nos pays. Et à l'heure actuelle, les seuls à faire obstacle à un avenir meilleur sont ceux qui dirigent votre pays. Alors Margot François, on ne comprend pas très bien parce que d'un côté, effectivement, ils disent que les États-Unis inculpent Raúl Castro, mais de l'autre, il semblerait qu'il y ait des contacts qui aient été pris avec son petit-fils Raúl Guillermo Castro. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qui se trame dans les coulisses? Alors ça aussi, c'est très opaque, surtout que c'est vrai qu'en parallèle, on a l'impression qu'il se passe deux choses qui sont complètement contradictoires. Donc d'un côté, il y aurait des négociations entre les descendants de la famille Castro et Washington, et de l'autre, il y a cette pression qui est accentuée et cette route qui est pavée depuis le 29 janvier et le premier décret qui va désigner Cuba comme une menace terroriste exceptionnelle, une route qui est pavée pour légitimer par la suite une intervention soit militaire, soit presque plus policière, comme dans le cas de Nicolas Maduro, des États-Unis à Cuba. On l'a vu avec, par exemple, l'inculpation de Raúl Castro pour des faits qui ont eu lieu en 1996, qui du coup viserait à permettre une opération de capture et puis de décapitation du pouvoir cubain, en tout cas symboliquement, en la personne de Raúl Castro, qui aujourd'hui a 94 ans, il me semble. Donc voilà, pourquoi pas envisager une transition à la vénézuélienne dans ce style-là. Et puis on a les élites cubaines qui, elles, répondent à cette stratégie de pression avec notamment ces 176 mesures qui visent un petit peu à calmer les États-Unis en leur promettant des intérêts favorables, en tout cas des politiques favorables à leurs intérêts, à leurs investissements, pour essayer de conserver le pouvoir dans l'éventualité d'une transition et éviter surtout une intervention militaire qui se conclurait, d'après le ministre cubain des Affaires étrangères lui-même, en bain de sang sur le territoire cubain. Oui, Donald Trump a même parlé de menaces extraordinaires. Thomas Posado, vous y croyez, un scénario à la Venezuela ? Il faudrait déjà qu'il y ait des secteurs au sein du gouvernement cubain pour négocier et pour être prêt à changer de cap politique, comme Delcy Rodriguez le fait au Venezuela. Cela me semble beaucoup moins certain que ce que l'espère Marco Rubio. On sait que l'administration cubaine est beaucoup plus unie, alors qu'on savait avant même l'intervention de Nicolas Maduro que l'administration vénézuélienne était davantage une coordination de groupes de pouvoir, donc on pouvait jouer les uns contre les autres. On sait que Marco Rubio a un combat personnel là-dessus et un combat extrêmement politique. Le département d'État a publié il y a 2 semaines un rapport qui présente Cuba comme la capitale du communisme du XXIe siècle, avec une volonté un peu macartiste d'étendre
à Cuba des exemples qui sont des mouvements contestataires aux États-Unis, Black Lives Matter, DSA, donc le mouvement de Zoran Mamdani, le maire de New York. Donc il y a une volonté d'utiliser Cuba dans des objectifs de politique intérieure et de délégitimer tout ce qui pourrait se rapprocher de près ou de loin à la gauche par ce combat très personnel de Marco Rubio, qui a fait de Cuba son cheval de bataille depuis maintenant le début de sa carrière politique il y a des décennies. Jérôme, est-ce qu'il y a des intérêts économiques importants pour les Américains? Parce qu'au Venezuela, il y a du pétrole, mais à Cuba, qu'est-ce qui les intéresse? Il y a un intérêt très idéologique. Et pour rebondir sur ce que disaient Margot et Thomas, effectivement, on est dans une situation où on a l'impression que les États-Unis ont choisi un combat d'un autre temps. C'est-à-dire, on a l'impression d'être dans les années 60, 70. La guerre froide, retour à la guerre froide. Mais économiquement, c'est pas vraiment intéressant. Il y a quelques secteurs, mais on n'a pas des réserves de pétrole qu'il y a au Venezuela. Bien sûr que le secteur touristique pourrait apporter quelque chose, le secteur minier d'une certaine manière, mais ça reste tout de même limité. Donc on est vraiment dans un combat d'un autre temps, sachant que il y a du jusqu'au-boutisme ce qu'avait et en tout cas et du court-termisme. C'est-à-dire qu'à l'époque d'Obama, Obama avait allégé les sanctions contre Cuba durant son second mandat, à partir de 2015-2016. Et il avait une autre stratégie, c'était une stratégie plus de long terme. On va s'appuyer sur la société civile, le secteur privé pour éventuellement impulser un changement de régime, mais sur le long terme. Là, on voit que malgré les gestes du gouvernement cubain depuis le début de l'année, il y a eu quelques prisonniers qui ont été libérés, le secteur privé va s'accroître, mais on voit que le gouvernement des États-Unis reste de marbre face à ces gestes donnés par le gouvernement cubain. Merci à vous trois de nous avoir expliqué ce qui se jouait en ce moment à Cuba, et on voit qu'il y a une épée de Damoclès, en tout cas, sur le régime cubain, en tout cas. Merci encore.